Pour s'assurer que toutes les descriptions et les directions citées font référence à la même chose, la position anatomique de référence que vous voyez ici a été établie. En fait, toutes les descriptions anatomiques se réfèrent à cette position. Elle est définie par une convention internationale comme suit. Corps humain vivant, debout, les pieds joints, les membres supérieurs pendant le long du corps et le regard droit et horizontal. En anatomie, il existe 3 plans de référence. Le plan coronal ou frontal va permettre, le plan coronal, on l'appelle également plan frontal, mais attention, on ne l'appelle pas le plan longitudinal. Il va diviser le corps en 2 parties, une partie antérieure et une partie derrière postérieure. Le plan sagittal, ou le plan vertical antéro-postérieur, va diviser le corps en une partie droite et une partie gauche. Ce qu'on voit sur ce schéma, en fait, c'est un plan sagittal médian parce qu'il va diviser le corps en 2 parties égales, une partie droite et une partie gauche qui sont égales. On peut avoir des plans sagittaux qui ne sont pas médians, qui sont plutôt parasagittaux. Des plans parasagittaux qui vont diviser le corps en partie droite et partie gauche, mais qui ne sont pas égales. Le plan transversal, qu'on appelle également le plan transverse axial ou encore horizontal, va diviser le corps en 2 parties, une partie supérieure et une partie inférieure. On les revoit encore ici, encore une fois. Donc on a le plan sagittal, ici il s'agit bien du plan sagittal médian. On a également le plan coronal ou frontal et le plan transversal ou transverse ou axial ou horizontal. Le plan, comme on a dit, le plan sagittal peut être soit médian, il va passer par la moitié du corps, soit il peut ne pas être médian. Par exemple, ici, il va passer par l'œil. Et donc, c'est un plan sagittal paramédian ou plan parasagittal. Les intersections entre les plans vont déterminer les axes de référence en anatomie. L'intersection entre le plan sagittal et le plan coronal va déterminer l'axe longitudinal. L'intersection entre le plan sagittal et le plan transversal va déterminer l'axe sagittal ou l'axe antéro-postérieur ou encore l'axe dorso-ventral. L'intersection entre le plan frontal et le plan transversal va déterminer l'axe droite-gauche ou l'axe transversal. Donc c'est les 3 axes à connaître en anatomie. Après, on peut avoir d'autres axes qui vont passer par d'autres structures du corps. Par exemple, l'axe de la main, c'est en fait un axe longitudinal qui va passer par le 3e doigt. L'axe du pied, il correspond à l'axe horizontal qui va passer par le 2e orteil. L'axe du corps, c'est en fait l'axe longitudinal, mais c'est pas comme ça mais on veut pas le définir en fait par l'intersection des plans. On va le définir comme suit. C'est en fait une verticale qui va s'abaisser d'un point situé au sommet du crâne, qu'on appelle le vertex. Le sommet du crâne, il s'appelle le vertex. Et il va descendre. Et il va descendre en passant par la vertèbre C7. Dans certaines références, c'est la vertèbre L1, donc la première vertèbre lombaire. Et puis, il va également passer par le centre de gravité du corps. Le centre de gravité du corps est situé au niveau de la 2e vertèbre sacrale. Maintenant, nous allons parler des mouvements que peuvent réaliser les articulations de l'organisme. En effet, les mouvements du corps se font dans un plan et par rapport à un axe. D'abord, on aura le mouvement de flexion et d'extension. La flexion va ramener une partie du corps vers l'avant, où elle va rapprocher 2 parties du corps, tandis que l'extension va éloigner 2 parties du corps. On pourra dire qu'elle va ramener une partie du corps vers l'arrière. Ici, des fois, pour connaître le plan et l'axe, ça peut causer une petite confusion. Et pour savoir, en fait, dites-vous que le plan considéré, c'est le plan dans lequel l'articulation va se faire. Ici, l'articulation, on aura une extension et une flexion, elle va rester dans un seul plan.
le, la- le mouvement va se faire dans un seul plan, qui est le plan sagittal. Pour l'axe, personnellement, pour éviter toute confusion, ce que j'imagine, c'est que j'ai une poupée, et dans cette poupée, je vais implanter, dans l'articulation de cette poupée, je vais implanter une aiguille au niveau de ses articulations. Et donc, quand je fais tourner l'aiguille, il y aura un mouvement qui va apparaître. Et finalement, cette aiguille, je vais l'assimiler à un axe. Maintenant, imaginez que vous avez une poupée et que vous allez implanter une aiguille comme un axe dans un sens transversal et que vous faites tourner l'aiguille. Qu'est-ce qu'il y aura? Eh bien, on aura un mouvement de flexion et d'extension. Prenons des exemples. Ici, on voit la flexion et l'extension du coude. La flexion du coude qui va rapprocher l'avant-bras du bras et l'extension du coude qui va faire le contraire, qui va éloigner l'avant-bras du bras. On peut également faire une flexion et une extension de la hanche. Et la flexion et l'extension de l'épaule peuvent avoir un autre nom. On les appelle également antépulsion et rétropulsion. La flexion de l'épaule étant l'antépulsion et l'extension de l'épaule, c'est la rétropulsion. Dans le plan transversal autour de l'axe vertical, on va avoir la rotation interne et la rotation externe. En fait, la rotation interne, c'est un mouvement rotatoire qui va en allant de dehors en dedans. Dehors, c'est par là et dedans, c'est par là. On va parler de ça dans les qualificatifs d'orientation, juste après les mouvements. Et donc, une rotation interne, c'est un mouvement rotatoire qui va aller de dehors en dedans. La rotation externe, c'est le contraire, c'est un mouvement rotatoire qui se fait en allant de dedans en dehors. Dans le plan frontal, autour de l'axe sagittal, on aura le mouvement d'adduction et d'abduction. L'adduction, en fait, c'est quand on rapproche une partie du corps au plan médian. Le plan médian, c'est le plan sagittal médian. Donc quand on rapproche une partie du corps, on appelle ça une adduction. Une abduction, c'est le contraire, c'est quand on écarte une partie du corps du plan médian. Pour retenir adduction et abduction, rappelez-vous que l'adduction est la 2D et elle se fait en deux dents. 2D, deux dents. Ici, on a deux exemples, par exemple l'adduction et l'abduction de l'épaule, et on peut également réaliser l'adduction et l'abduction de la hanche. En se rapprochant, c'est l'adduction, en s'éloignant, c'est l'abduction. La combinaison de tous les mouvements, c'est ce qu'on appelle la circonduction. Par exemple, ici, on voit la circonduction de l'épaule. Une remarque très importante à noter, c'est qu'en fait, dans le corps, on a différentes articulations. Certaines peuvent réaliser tous les mouvements, d'autres quelques-uns uniquement, et d'autres encore sont carrément immobiles. Vous allez en parler quand vous allez parler d'arthrologie. C'est l'étude des articulations. Il y a d'autres mouvements, on a dit qu'il y avait d'autres mouvements, et on va les citer là maintenant. D'abord, on a l'antéversion et la rétroversion, qui est un mouvement spécifique du bassin. L'antéversion, c'est quand on va pencher le bassin vers l'avant et le bas. La rétroversion, c'est quand on penche le bassin vers l'arrière et le haut. Et puis, il y a dans certaines articulations, certains mouvements vont prendre des noms différents parce que ça risque de causer confusion. Par exemple, quand on parle de flexion ou d'extension de la cheville, ça peut causer confusion. Et donc, on a préféré les remplacer par la flexion plantaire quand on va fléchir la plante du pied, c'est-à-dire la partie inférieure du pied, quand on va la ramener vers le plan frontal. On appelle ça une flexion plantaire, tandis que l'extension, qu'on appelait extension, maintenant on va l'appeler on l'appelle dorsiflexion. C'est en fait le dos du pied qui va se rapprocher du plan frontal. Ensuite, l'éversion et l'inversion du pied, qui sont des combinaisons de mouvements que peut réaliser uniquement le pied.
Enfin, la pronation et la supination, qui sont des mouvements des os de l'avant-bras et qui peuvent se manifester sur la main. Quand vous allez parler par exemple des os de l'avant-bras, qui sont le radius et l'ulna, vous allez bien détailler ce mouvement-là. Maintenant, on va parler des termes techniques et comparatifs de localisation et de direction. Le qualificatif supérieur au crânial ou encore céphalique va désigner toutes les structures qui sont proches de l'extrémité supérieure du corps. Le qualificatif inférieur au caudal va lui désigner tout ce qui est proche de l'extrémité inférieure. Le terme médial désigne tout ce qui se rapproche du plan sagittal médian. On peut parler de médial, on peut dire également en dedans, médial, en dedans ou encore interne. C'est des synonymes en anatomie qu'on va utiliser pour décrire les différentes structures. Le terme latéral, c'est le contraire de médial et il va désigner toutes les structures qui vont s'éloigner du plan sagittal médian. Le terme proximal, c'est pour décrire tout ce qui se rapproche de la racine du membre, proximal comme proche, et distal comme distant, et il va décrire tout ce qui s'éloigne de la racine du membre. Postérieur ou dorsal, c'est tout ce qui est situé près de la paroi postérieure, contrairement à antérieur ou ventral qui est situé près de la paroi antérieure. On a d'autres qualificatifs comme droite et gauche. Droite, c'est plus droite, c'est tout ce qui se rapproche de la droite, et gauche, c'est tout ce qui se rapproche de la gauche. Et puis on a homolatéral et controlatéral. Homolatéral, c'est-à-dire qu'ils appartiennent au même côté. Controlatéral, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à deux côtés différents. Par exemple, ce membre supérieur et ce membre inférieur, c'est-à-dire ce membre supérieur droit et le membre supérieur gauche, sont contralatérales. On utilise le terme interne pour désigner tout ce qui regarde à l'intérieur d'une cavité ou d'un viscère. Par exemple, là, c'est une vue interne du crâne. Le contraire, c'est externe et il va désigner tout ce qui est en regard à l'extérieur d'une cavité ou d'un viscère. Superficiel ou profond, c'est pour désigner la position par rapport à la surface. Donc superficiel, c'est tout ce qui se rapproche de la surface, et profond, c'est tout ce qui s'en éloigne. Par exemple, ce muscle, le muscle profond fléchisseur des doigts, il est profond, parce qu'en fait, comme vous voyez ici, en structure normale dans le corps, il y aura plein de muscles qui seront disposés au-dessus de lui, et donc forcément, il est dans un plan profond, contrairement à ces muscles-là qui sont superficiels. On a d'autres qualificatifs qui sont, par exemple, médians. Il est situé sur la ligne médiane. Axial, qui concerne tous les éléments se situant sur un axe établi de référence du corps ou des membres. Par exemple, le doigt, le troisième doigt, il est sur l'axe de la main. La tête va passer par l'axe du corps. Axial, le contraire de axial, c'est abaxial. Il va concerner tous les éléments qui se situent en dehors de cet axe. Il ne faut pas confondre entre médial et latéral, qui en fait vont décrire les structures qui se rapprochent et s'éloignent d'un axe, avec axial et abaxial qui désignent les éléments qui se situent sur un axe et qui ne se situent pas sur un axe. Maintenant, on va citer les appareils de la vie de relation. On a déjà cité la différence entre appareil et système. Les systèmes, c'est un ensemble d'organes qui sont comparables d'un point de vue structural, tandis qu'un système, c'est un ensemble d'organes dissemblables qui vont participer à une même fonction. Là, on va citer les principaux appareils de la vie de relation. D'abord, l'appareil locomoteur, qui est constitué du système musculaire, articulaire et squelettique, l'appareil nerveux et l'appareil sensoriel. Les appareils de nutrition sont l'appareil digestif, l'appareil circulatoire, l'appareil respiratoire, l'appareil urinaire et l'appareil endocrinien.
endocriniens, c'est-à-dire qui concernent les hormones. Les appareils de génération ou de reproduction sont les appareils génitaux mâles et femelles. Maintenant, on va citer l'organisation topographique du corps humain. En effet, le squelette du corps, on peut le diviser en deux. On a d'abord le squelette axial et le squelette appendiculaire. Le squelette appendiculaire qui est constitué par les membres et le squelette axial qui est constitué par le crâne, la colonne vertébrale et le thorax. Le squelette appendiculaire ou les membres sont reliés au squelette axial par des ceintures. Le squelette des ceintures, on peut l'appeler le squelette zonal. Donc ces ceintures sont d'abord la ceinture scapulaire ou pectorale qui va relier le membre supérieur au tronc et qui est constituée de cet os qu'on appelle la clavicule et de celui-là qu'on appelle la scapula et qu'on appelait avant dans l'ancienne nomenclature l'omoplate. Donc la ceinture scapulaire elle est constituée des deux clavicules et des deux omoplates. Ensuite, la ceinture pelvienne qui va relier le membre inférieur au tronc est constituée des deux os coxaux. Parlons maintenant un peu du programme de cette année. En fait, cette année, vous allez étudier les membres. Vous allez étudier l'anatomie des membres supérieurs et inférieurs. Au premier semestre, vous allez parler du membre supérieur et au deuxième semestre, ça va être l'anatomie du membre inférieur. Pour chaque membre, vous aurez 5 chapitres. D'abord, l'osséologie. L'osséologie, ça va être l'étude des os. Vous allez prendre un os. Dans chaque cours, il y aura 3 ou ça dépend des cours en fait. Mais vous allez prendre des os et vous allez en parler. Vous allez parler des structures qu'il y a sur les os. En fait, les os vont présenter des reliefs. Soit c'est des repères sous-cutanés, palpables, que vous allez toucher, par exemple. Quand vous touchez un os, vous allez toucher des structures, il faut savoir c'est quoi. Soit qui vont laisser passer des artères, ou des nerfs, ou des vaisseaux. Soit qui vont donner attache à des muscles ou des tendons. Voilà, donc il faut connaître ça. Et pour ce chapitre, je vous conseille, alors mon conseil, c'est de faire des schémas. Vous n'êtes pas obligé de faire des schémas d'artistes comme les livres de référence en anatomie et tout, mais faites des schémas. Par exemple, pour un os, vous pouvez prendre une vue, vous pouvez dessiner l'os sur une vue antérieure, une vue postérieure, et vous le remplissez de légendes. Vous n'êtes pas obligé d'écrire 10 pages, parce que quand on écrit beaucoup en anatomie, en général, on oublie. Donc faites des schémas. Et en faisant, ça peut prendre du temps, mais finalement ça va rester dans vos têtes. Et après chaque cours, pas seulement en ostéologie, dans tous les cours, il faut faire les QCM. Des QCM qu'il faut corriger, parce que c'est pas toujours qu'il y a des corrigés justes. Et d'ailleurs, c'est rare de trouver un QCM qui est complètement juste. Mais voilà, je pense qu'il y a une étudiante qui a fait ça. Qui a pris la série verte et qui l'a corrigé, qui a proposé un corrigé. Donc je vous conseille de le consulter. Après, le deuxième chapitre, c'est l'arthrologie. L'arthrologie, c'est l'étude des articulations. En fait, c'est indispensable de connaître son cours sur l'osséologie pour pouvoir aborder l'arthrologie. Pour l'arthrologie, vous pouvez dessiner, mais je vous conseille surtout d'activer votre mémoire visuelle. C'est-à-dire quand vous allez voir et vous allez répéter le nom de la structure, c'est à force de la voir que vous allez retenir le nom d'un ligament, par exemple. Vous allez devoir revoir, peut-être même dessiner pour garder la structure et le nom du ligament en tête. Le troisième chapitre, c'est la myologie. Vous allez parler des muscles. Pour chaque muscle, vous allez donner ses insertions sur les os, c'est-à-dire sur quelle partie de l'os il va s'insérer. Ensuite, vous allez parler des mouvements, des mouvements qu'il va avoir dans le corps, et aussi de son innervation, par quel nerf il sera innervé. Alors il y a bien sûr, l'osséologie, encore une fois, elle est indispensable pour pouvoir aborder ce chapitre. Et après,
Il y a certaines personnes qui n'apprennent pas l'innervation des muscles en myologie. Ils attendent le chapitre sur l'innervation pour apprendre les nerfs. Je pense que c'est une mauvaise idée parce que le chapitre sur les nerfs, il est assez important, assez dense, assez chargé. Et donc, apprendre une partie de ça, c'est-à-dire apprendre juste le nom des nerfs qui vont innerver les muscles, ça peut vous aider par la suite. Sur place, on ne s'en rend pas tellement compte, mais par la suite, ça peut aider. C'est pas tellement facile, hein, certes, mais ça peut aider. Pour retenir les muscles, je vous conseille également, je pense pas que c'est tellement nécessaire de dessiner les muscles. Après, vous pouvez utiliser la méthode qui vous convient le plus. Pour les muscles, il faut surtout les voir. Et pour voir où ils vont s'insérer. Après, des fois, on a tellement d'insertions, tellement de mouvements et tout, on oublie. C'est normal, on oublie. Donc, je vous conseille d'abord de tout apprendre, de tout voir. Après, vous focalisez sur les muscles qui reviennent le plus. Les muscles qui reviennent le plus, apprendre leurs mouvements et bien retenir leurs insertions. Mais les muscles en tout, vous devez les retenir parce que c'est important par la suite. Ils vont déterminer des régions. Des muscles peuvent, avec les os, déterminer des régions pour le passage des paquets vasculo-nerveux. Paquets vasculo-nerveux, c'est-à-dire les vaisseaux et les nerfs qui passent par un endroit. Par la suite, après la myologie, c'est l'étude des vaisseaux. Des vaisseaux, c'est-à-dire les artères, les veines, et même peut-être, ça dépend des années, vous pouvez faire les lymphatiques. Pour les artères, vous aurez surtout à apprendre des branches. En fait, les artères, elles vont se diviser et vont donner des branches. Il y aura plusieurs branches. Et là, je vous conseille fortement de faire des schémas aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire les schémas des livres, juste des petits schémas comme ça pour retenir le trajet et le nom des artères. Par exemple, au lieu d'écrire ou de répéter à haute voix, l'artère va passer derrière cet os, elle va donner deux branches et patati patata, vous allez juste dessiner l'os à peu près comme ça. Vous n'avez pas besoin de faire des schémas hyper réalistes. Et vous allez dessiner l'artère qui va passer derrière et qui va donner sa branche. Vous annotez le nom de la branche et c'est tout. Enfin, le dernier chapitre, c'est l'innervation. L'innervation, ça peut paraître un peu compliqué, mais il s'agit de refaire et de dessiner aussi. Vous allez faire comme pour les vaisseaux. Et oui, il faut dessiner. En général, les QCM sont beaucoup plus faciles que les cours, mais il faut quand même comprendre le cours. Et bien sûr, vous remarquez que les chapitres sont reliés entre eux. Par exemple, c'est très important de connaître le chapitre d'ostéologie. Le premier, il est indispensable pour pouvoir aborder la suite. Et après, même la myologie, elle sera importante pour pouvoir déterminer les régions dans lesquelles vont passer les paquets vasculo-nerveux. L'angiologie est importante pour pouvoir retenir les nerfs, parce que par la suite, les nerfs peuvent accompagner des artères et tout. Et aussi, c'est important pour la clinique. Par exemple, quand on a une fracture, on sait quels nerfs, quelles artères peuvent être lésées s'il y a justement cette fracture, etc. En gros, mes conseils pour l'anatomie, c'est d'abord dessiner, faire des QCM. Et c'est toujours essentiel de faire des QCM parce qu'en fait, le cours du prof, il n'est pas toujours très complet. Enfin, il n'y a pas forcément toutes les informations dans le cours. Et aussi, les QCM vous permettent de mieux retenir le cours. Et enfin, ils vont attirer votre attention sur des détails du cours auxquels vous ne prêtez pas forcément attention. Enfin, en anatomie, c'est très important d'être à jour. Vous devez être à jour. Chaque semaine, vous avez un cours. Le cours de la semaine X, vous devez le faire au maximum le week-end de la semaine X. C'est comme ça, sinon ça ne peut pas marcher.
Et aussi, à chaque fois que vous allez faire un cours, vous devez reprendre le cours d'avant. Il faut répéter, sinon vous allez oublier. D'ailleurs, vous allez remarquer qu'une semaine après, quand vous allez reprendre le cours de la semaine passée, vous allez voir que vous avez déjà oublié quelques notions. Et vous inquiétez pas, c'est normal, il s'agit de refaire. Donc personnellement, c'est ce que je faisais. À chaque révision, je reprends les cours précédents. Et à partir d'un moment, vous allez voir que vous maîtrisez tellement un cours que vous n'avez pas besoin de le reprendre. Et puis, donc ça, c'est ma méthode et la méthode de certains. Après, il y a d'autres méthodes, par exemple la méthode des J. Vous apprenez le cours un jour J, et puis vous le répétez après 2 jours, 4 jours, et à chaque fois, vous allez multiplier la période par 2. Enfin, un petit conseil, quand vous reprenez, ne lisez pas. Essayez de reprendre activement, c'est-à-dire essayez de sortir l'information de vos têtes. Parce qu'en relisant, vous allez oublier. Donc c'est mieux il faut privilégier la répétition active. Donc voilà, c'est fini pour cette introduction. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un excellent courage pour cette première année.